Super, allez, on peut commencer donc notre après-midi. Alors si ce matin nous avons vu voilà, l'évaluation en long, en large et en travers des initiatives locales et nationales françaises, cet après-midi nous nous intéresserons particulièrement à ce qui se passe à l'étranger en termes d'évaluation. Et pour cela, voilà, on aura deux sessions consacrées. Et nous commençons donc avec Pascale Bouton, responsable de l'unité Digital Repositories et archives à la bibliothèque de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où elle encadre les équipes en charge des dépôts numériques, des archives institutionnelles et de l'ingénierie documentaire. Et donc nous donner un peu un aperçu de ce qu'il se passe en Suisse. Alors, peut-être pas de ce qui se passe en Suisse, mais à l'EPFL en tout cas. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre invitation à cette journée qui est également particulièrement intéressante pour moi. Euh, Suite à l'invitation du CCSD, c'est avec grand plaisir que je viens vous partager l'expérience de l'EPFL autour de la question du repository qui chez nous s'appelle InfoScience. À l'occasion d'une migration récente, nous avons cherché à repositionner notre archive institutionnelle comme un CRIS ouvert et dans l'intention en fait de mieux concilier ce qui concerne la valorisation de la production scientifique de l'école et le pilotage de la recherche, tout en cherchant à tirer un parti maximal des données ouvertes. Ma présentation s'articulera autour de 5 points. Tout d'abord, une brève introduction à l'EPFL, un focus sur InfoScience et sur l'équipe qui s'occupe de sa curation et de son administration. Ensuite, un point sur les applications à la fois internes et externes qui s'appuient sur InfoScience, euh, notamment pour les questions d'évaluation. Et enfin, je vous parlerai d'une initiative nationale qui peut-être peut vous intéresser, dans laquelle nous sommes très engagés, qui s'appelle donc NAIF. Alors, parlons d'abord, si ça veut bien marcher, de l'EPFL, parce qu'il me semble que pour bien comprendre le rôle et le fonctionnement d'InfoScience, c'est important que je pose d'abord le cadre. Je vais donc commencer par une petite introduction. Vous dire d'abord qu'en Suisse, l'enseignement supérieur repose sur différents types d'institutions, les universités évidemment, mais aussi des hautes écoles qui sont soit pédagogiques, soit spécialisées, et sur deux écoles polytechniques fédérales, la plus connue étant celle de Zurich, à tout seigneur, tout honneur, qui est la plus ancienne, donc créée en 1855, et les PFL, la petite sœur, ce qu'on appelle la petite sœur en Suisse, dont la création officielle remonte à 1969. Les activités de l'EPFL sont précisées par la loi fédérale, donc ce sont trois domaines différents, et ces trois piliers sont l'enseignement, l'éducation et l'innovation, ce qui a son importance par rapport au périmètre de notre archive. Quelques chiffres assez rapidement pour situer l'école. Donc on est sur une taille qui va probablement vous sembler très petite. Donc notre école compte 5 facultés et un collège, ce qui couvre un champ disciplinaire assez vaste, hein, donc des sciences de base jusqu'à l'architecture, tout ce qui est environnement naturel et construit, les sciences et techniques de l'ingénieur évidemment, puisque c'est un des plus anciens domaines d'enseignement de l'école, mais aussi les sciences de la vie et un collège pour le management de la technologie. Sur notre campus, donc 14 000 étudiants, euh, dont 2400 doctorants, j'avais besoin de me retourner, pardon. 6 400 collaborateurs, dont 370 professeurs titulaires. C'est une des universités techniques les plus cosmopolites d'Europe. Nous travaillons dans deux langues, le français et l'anglais, sachant qu'en Suisse, et c'est aussi important que je le précise, nous avons 4 langues officielles. Donc ça complexifie aussi les questions d'interopérabilité. Voilà, j'y reviendrai peut-être plus tard. Depuis alors, un petit point peut-être sur les actions, les engagements pris par notre école en matière d'open science. Donc, le tout premier, eh bien, c'est notre archive institutionnelle, InfoScience, donc qui date de 2004. Puis différentes initiatives. Donc, on a été une des premières écoles à réaliser des MOOC. Ensuite, il y a des engagements qui sont pris à la fois sur les questions d'open access, donc avec un fonds Gold Open Access, une politique open access, un engagement très fort dans les discussions avec les éditeurs sur les licences Read and Publish. Et puis, assez vite, une volonté de s'engager dans le soutien à la gestion des données de recherche. Et une participation très active dans la politique Open Science au niveau national, donc que ce soit Open Access, Open Research Data
et un petit peu moins peut-être Open Educational Resources. C'est probablement difficile à voir du fond de la salle, mais la petite étoile rouge et le petit carré rouge correspondent à des engagements de notre bibliothèque. Donc quand c'est une étoile, c'est une action qui est menée à l'initiative de la bibliothèque, et quand c'est un petit carré rouge, c'est une contribution active de notre part. Je viens maintenant à InfoSciences, donc pour vous parler, de dire quelques mots de son mandat, de l'historique, du périmètre de contenu et des évolutions récentes. InfoSciences, c'est donc le nom de notre plateforme institutionnelle, c'est son nom depuis le départ, depuis 2004. Alors, à l'EPFL, je le dis tout de suite parce que peut-être ça créera de la confusion après, nous évitons de parler d'archives ou de dépôts institutionnels parce que ça génère beaucoup de confusion auprès de nos chercheurs. On choisit plutôt de parler de repositories ou, en français, de plateformes de diffusion. C'est d'autant plus important que maintenant, Léo l'a dit en introduction, ce repository, il est géré dans une unité de la bibliothèque qui est aussi responsable du projet des archives EPFL, donc les archives institutionnelles. Donc, pour ne pas mélanger tout le monde, on a tendance à dire plateforme. Et c'est le terme que j'emploierai plusieurs fois. InfoSciences, c'est l'un des principaux instruments de mise en œuvre de la politique Open Access de l'EPFL. En tout cas, c'est le plus ancien. Notre directive interne sur l'Open Access précise que les auteurs EPFL doivent impérativement déposer toutes leurs publications dans InfoSciences et en donner l'accès en respectant les conditions imposées par les éditeurs. Ce dépôt doit se faire au plus tard 6 mois après la date de publication. Les missions donc de notre plateforme, c'est de recenser, de conserver et valoriser toute la production académique de l'école, qu'elle émane des chercheurs, des enseignants ou des étudiants, de signaler et de diffuser leurs publications, ainsi que d'autres résultats de recherche. Et c'est aussi important de peut-être que je rappelle que InfoSciences garantit la conformité au principe FAIR en termes de visibilité, d'interopérabilité, de transparence des droits, de réutilisabilité et de qualité des métadonnées. En 20 ans, notre plateforme a connu 3 grandes versions. La première, donc de 2004 à 2018, c'est finalement la version qui a duré le plus longtemps. C'était une version qui était développée complètement en interne avec une base Invenio. C'était une solution très personnalisée, assez puissante pour l'époque, mais qui demandait énormément de maintenance. Donc le choix qui a été fait dans la version numéro 2, donc de 2018 à 2024, c'était de prendre un parti différent en externalisant donc le service. Et nous travaillons à ce moment-là avec une société qui s'appelait Tind. Je crois qu'ils étaient suédois, mais je ne suis plus très sûre. L'année dernière, nous sommes passés à une nouvelle version, donc avec un go live à l'été dernier. Et là, le parti a été encore différent. Donc actuellement, notre InfoSciences repose sur DSpace-Chris, qui est un outil développé par une société italienne qui s'appelle For Science et qui est hébergé donc en mode SaaS. C'est un système mixte, donc entre une archive institutionnelle et un CRIS, puisque cet outil en fait intègre la norme Serif. Avec cette version, on a plus ou moins réussi à trouver un équilibre entre les deux précédentes, c'est-à-dire un système modulaire conforme aux standards internationaux, aux principes FAIR, et une solution qui nous a redonné du contrôle, pas autant qu'on l'aimerait, mais quand même un petit peu plus, et qui nous permet aussi de bénéficier du soutien d'un fournisseur. Je ne vais pas trop vite, ça va? Non, ok. Ou pas assez vite, peut-être, si vous me dites. Ok. Alors, parlons maintenant du périmètre de notre plateforme. Eh bien, en fait, il est à l'image des 3 missions de l'école, puisqu'on y retrouve d'une part de la littérature publiée, des communications scientifiques, mais aussi de la littérature grise. On a toutes les thèses de l'école, donc ça remonte avant 1969. Les premières thèses datent de 1920. On a l'ensemble des brevets de l'école, on a aussi des cours et des données de recherche. Par rapport à ce qui a été dit ce matin sur les questions de vulgarisation, ce n'était pas l'intention au départ d'InfoSciences d'accueillir ce type de document, mais il se trouve que dans certains domaines, nos chercheurs sont très attachés à déposer aussi des articles ou des références à une émission radiophonique, et on ne les en empêche pas. Voilà. On n'encourage pas, mais on n'empêche pas. C'est une position suisse finalement, neutre. Alors, pour rentrer assez rapidement dans les aspects un peu plus techniques, donc je vous l'ai dit, lors de notre dernière migration, notre intention était d'aller au-delà du dépôt de publication pour évoluer vers un modèle de CRIS ouvert.
Les crises, ça a déjà été dit ce matin, sont un- un modèle d'outil qui aide à structurer en fait la complexité de l'écosystème de la recherche académique parce qu'ils articulent en fait différentes dimensions de cet écosystème grâce à un modèle relationnel comme le sérif. Donc, InfoScience, en fait, repose maintenant sur différentes entités clés. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien et je ne sais pas si le pointeur, il y a une fonction de pointeur ou pas. Oui. Alors, d'une part, donc, les chercheurs, évidemment, avec leurs identifiants, donc que ce soit leur KID, le Scopus ID, le Researcher ID, ou même leur identifiant interne. Les organisations, d'autre part, donc chez nous, les facultés, les sections d'enseignement, les instituts de recherche, les laboratoires, également les organisations avec lesquelles nos chercheurs collaborent. Ensuite, les projets et les financements. Alors, est-ce que je vais y arriver? Donc là, par exemple, vous avez un exemple avec un financement. Les événements scientifiques auxquels nos chercheurs participent ou bien ceux qu'ils organisent, donc que ce soit des conférences, des colloques. Et enfin, les résultats de recherche, donc publications, données, brevets, thèses. Tout cet ensemble est structuré autant que possible avec des identifiants pérennes. Donc, nous utilisons, là, il n'y a absolument rien d'original, DOI, ISBN, ROR, ORCID, mais également les identifiants des sources que nous moissonnons et ceux qui sont issus de nos référentiels internes. Notre intention est d'élargir encore progressivement ce scope des PIDs qui sont essentiels pour l'interopérabilité de nos systèmes. Donc, InfoScience est finalement, lors de cette deuxième migration, devenu un système plus ouvert, beaucoup plus interopérable et très riche en métadonnées qui sont placées en licence CC0. Notre archive est alimentée, alors là c'est là que c'est très difficile à suivre, mais en gros, il faut savoir que notre archive institutionnelle est alimentée de deux manières complémentaires. Tout d'abord, l'auto-archivage, donc nos chercheurs et leurs assistants ont la possibilité de soumettre eux-mêmes leurs publications, ce processus étant facilité par l'utilisation du DOI ou d'ORCID. Et nous opérons également des imports depuis des sources internes et externes. Donc les sources internes, par exemple, notre système d'information académique, IS Academia, et pour les sources externes, des bases bibliographiques ou d'autres plateformes. Dans la version V2 d'InfoScience, donc qui s'est arrêtée l'année dernière, les imports existaient déjà, mais ils étaient limités au Web of Science, à EspaceNet pour les brevets et à Unpaywall. Depuis l'année dernière, la personne qui administre la plateforme, donc, que vous connaissez peut-être, Julien Sicot, a énormément travaillé à élargir le nombre de sources que nous moissonnons. Et aujourd'hui, donc, nous allons chercher les publications également dans les publications dans Scopus, dans Crossref, dans OpenAlex, les préprints sur Archive, les datasets sur Zenodo et DataSite. Et nous utilisons également, outre Unpaywall, les API des éditeurs pour aller chercher donc du texte intégral. Ces imports sont d'une part programmés, donc il y a un import quotidien, mais aussi ils peuvent être activés à la demande, par exemple quand un nouveau chercheur arrive. Chose que je n'ai pas dite, nous acceptons également dans notre plateforme des travaux qui n'ont pas été réalisés à l'EPFL. Simplement, ils sont clairement tagués Not written at EPFL. Donc du coup, le chercheur retrouve l'ensemble de ses publications s'il le souhaite. Quelques mots maintenant sur l'équipe repository, parce que c'est vraiment grâce à son expertise documentaire que cette équipe apporte sa valeur ajoutée à la plateforme. Petite précision préliminaire, cette équipe repository ne s'occupe pas uniquement de la plateforme InfoScience, elle est également en charge du système d'archivage électronique pour les données de recherche et de la bibliothèque numérique qui valorise le petit fonds patrimonial de notre bibliothèque. Le rôle de l'équipe, c'est donc d'assurer une curation ciblée pour garantir la qualité et la fiabilité des données. Très concrètement, donc cela consiste à collecter les données pertinentes, à les nettoyer, à valider et à enrichir les informations qui arrivent, qu'elles étaient déposées manuellement ou importées automatiquement, par exemple en ajoutant un fichier en texte intégral. Cette équipe est également chargée de corriger les erreurs, les incohérences, de contrôler les licences, de compléter tout ce que les sources automatisées ne fournissent pas, de lier manuellement les entités entre elles quand l'automatisation a échoué, par exemple lier une publication avec un projet, avec un fonds et un set de données de recherche. Globalement, donc, d'assurer la qualité globale des données
de les documenter, de faciliter leur réutilisation et de faire le lien entre la plateforme InfoScience et le système d'archivage électronique. Là, vous avez une image du pipeline d'import, donc qui a été développé par mon collègue Julien, qui combine l'API REST de DSpace avec des scripts Python. Ce pipeline d'import permet donc de collecter des publications et des fichiers, puisqu'on va aussi chercher les full text depuis plusieurs sources. Il va dédoublonner et enrichir ces données, importer les métadonnées et les fichiers directement dans InfoScience. Si cela vous intéresse, ce travail a été présenté cet été lors de la conférence Open Repository par mes collègues et il est donc disponible en ligne. Quand je partagerai le fichier, je mettrai la référence si jamais vous voulez aller le consulter. En termes de support, l'équipe repository, donc les 5 personnes dont vous voyez les prénoms à gauche, assure également donc le soutien aux utilisateurs. Donc on a une aide en ligne français-anglais qui est très fournie et on propose également un système de ticketing qui permet aux usagers EPFL et hors EPFL de demander du soutien ou de signaler un problème. L'équipe traite en moyenne une cinquantaine, soixantaine de demandes par mois, auxquelles s'ajoutent les requêtes request copy pour les documents qui sont en accès restreint. Et bon, très classiquement, il y a des pics. Donc là, vous voyez en fait un diagramme sur l'année 2024 et jusqu'au mois dernier. Donc il y a un très gros pic l'été dernier, c'est le moment où on a basculé, on est passé live pour la nouvelle version. Et un pic important au mois de mars, parce que c'est la période de validation du rapport académique annuel dont je vais vous parler tout à l'heure. En termes de collaboration, donc vous avez en orange l'équipe repository, donc dans l'unité Digital Repositories et Archives. Cette équipe en fait travaille en synergie étroite avec deux autres équipes au sein de notre bibliothèque, l'équipe qui est chargée du soutien à la publication, qui gère le fonds Gold Open Access et les contrats Read and Publish, également le conseil aux chercheurs dans leur choix de publication éventuellement, le décryptage des licences et de leurs droits, et également l'équipe gestion des données de la recherche, qui est notamment responsable de l'animation de la communauté EPFL sur Zenodo. Les questions d'interopérabilité s'étendent aussi à une dimension sociale, on va dire, et d'autres services au sein de notre école et même au-delà sont mis en relation avec notre équipe. Alors là, j'ai repris, tout à l'heure, on a parlé de RIMS, hein, c'est les collègues de Nantes, je crois. Là, ce schéma-là est également inspiré de leur présentation. Donc à l'EPFL, plusieurs acteurs, outre la bibliothèque et la direction des systèmes d'information, utilisent et alimentent la plateforme. Donc évidemment, très classiquement, les chercheurs, qui sont les producteurs d'informations, mais également les laboratoires, les facultés, qui gèrent ces résultats de recherche. Ensuite, le Technology Transfer Office, qui est en charge donc de tout ce qui est protection des innovations et transfert vers l'industrie, donc sur la question des brevets. Le Research Office, qui accompagne nos chercheurs dans le montage et la gestion de projet, qui vérifie la conformité avec les exigences des bailleurs. Mais aussi, de l'autre côté, donc les RH, la finance et les affaires juridiques, qui gèrent les systèmes d'information relatifs aux personnes et aux unités organisationnelles. En bas, donc, alors on travaille assez peu en lien avec l'unité qui gère la communication de l'école, mais beaucoup plus avec les personnes qui sont en charge du site web, pardon. Beaucoup avec la business intelligence et cette unité data, parce que pour eux, InfoScience, c'est une source importante. Donc, InfoScience alimente le data warehouse de l'école et nos data scientists exploitent les données InfoScience seules ou en complément d'autres sources pour produire leurs analyses, des indicateurs et des outils de pilotage. Et enfin, pour boucler la boucle, donc le provost et l'unité des affaires professorales qui trouvent dans InfoScience les informations pertinentes pour rendre compte des activités académiques, que ce soit à l'échelle de l'école ou des individus. Au-delà de l'EPFL, nous collaborons régulièrement donc avec nos homologues de Zurich et avec d'autres établissements suisses, principalement dans deux cadres.
Il existe en Suisse un groupe d'utilisateurs de la solution d'eSpace, dont nous faisons partie, et également l'initiative nationale dont je parlerai tout à l'heure, donc à propos de Naïf. Je viens maintenant au lien entre l'archive institutionnelle et les solutions qu'il exploite. InfoScience est un élément très important du système d'information de l'EPFL puisque c'est la principale source d'information sur la production scientifique académique de l'école. Elle permet donc de faire du reporting à la demande. Là, on est sur des choses très classiques, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Je peux juste vous donner peut-être un exemple récent pour ce qui est de la production de rapports. Euh, à la période de l'été, nous sommes appuyés sur les informations contenues dans InfoScience pour produire une analyse pluriannuelle des dépenses APC dans le cadre des négociations qui sont en cours avec Springer au niveau national. Mais de façon plus systématique, InfoScience alimente différents systèmes au sein de l'institution. Bon, il permet très classiquement l'affichage automatique de listes de publications sur les pages des chercheurs et des labos. Il est synchronisé avec ORCID pour permettre de compléter les profils des chercheurs. InfoScience est une des sources qui alimente l'annual académique porte. Donc, le Conseil des EPF, dont nous dépendons, attend chaque année des écoles un rapport consolidé sur les activités académiques. Et c'est d'InfoScience que sont issues les informations relatives aux publications, aux thèses et aux brevets, sachant qu'il y a bien d'autres domaines qui sont abordés. Donc là, vous avez l'enseignement, le soutien des projets individuels, le nom des étudiants suivis, les projets financés, les équipements, les startups, les rôles institutionnels et les awards. InfoScience est également la source pour le post-tenure review, donc c'est une évaluation périodique des professeurs. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau à l'école. Vous voyez qu'elle date de 2025, c'est donc tout frais parce que nos chercheurs ont très longtemps mis les pieds au mur sur ces questions d'évaluation, donc c'est venu assez tardivement. Donc cette review en fait qui a lieu donc tous les 3 ou tous les 5 ans en fonction du profil du professeur titulaire est censée couvrir son activité en fonction des tâches qui lui sont assignées par l'ordonnance fédérale, donc à la fois la formation, la recherche, mais aussi sa participation à la gestion de l'établissement et l'innovation. Donc InfoScience fournit dans ce cadre à nouveau les publications, les brevets, les thèses encadrées. Des solutions peut-être un petit peu différentes. Donc, l'ENAC Affinity Map. L'ENAC, c'est une des facultés de l'école, environnement naturel, architectural et construit. Donc, cet outil, en fait, a été développé dans le cadre d'une thèse pour visualiser les affinités au sein de cette faculté. Il montre d'une part les collaborations entre les laboratoires et les individus. Et, alors, vous voyez, ça fait des petits satellites en fonction de la taille. Et il affiche également les terminologies qui apparaissent de façon récurrente dans les publications. L'enjeu pour eux, c'était d'étudier la cohésion au sein de leur faculté en matière d'enseignement, de supervision et de copublication. Un exemple maintenant sur un graphe de connaissances. Donc ça, ce graphe a été développé il y a déjà quelques années par 2 labos de l'école à l'intention de la communauté EPFL. Il relie des concepts, des cours, des personnes, des laboratoires, des publications, et InfoScience est l'une des sources. Le Lab Explorer, donc ça c'est une application qui est beaucoup plus récente, qui date de l'année 2025. Donc elle a été réalisée par des collègues de l'équipe Data. Cette application traite des données qui sont issues d'InfoScience avec de l'IA pour identifier d'une part des labos et des experts sur des thématiques données. L'exemple que vous voyez ici, donc là, la thématique, c'était pour une démonstration. Donc, ils avaient choisi de rentrer le mot deepfake pour montrer ce que ça donnait et dans quelle rapidité c'était processé. Donc, l'intention, c'est d'arriver à identifier des publications et ensuite de faire un match avec le nom des enseignants. Un exemple que je trouve assez intéressant, qui a été où cette application Lab Explorer a été utilisée. Donc, au printemps, quand l'appel à projet Horizon 2025 est sorti, les data scientists ont fait un test en utilisant le Lab Explorer pour essayer d'identifier en fait des profs, enfin de faire matcher des profs avec les thématiques. Et donc, bon, vous voyez, une fois le travail terminé,
273 messages très personnalisés qui ont été envoyés aux profs. Et là, vous avez leur retour qui exprime non seulement de la satisfaction, mais aussi de la gratitude. Je vais passer maintenant aux applications hors EPFL. Donc, au niveau du domaine des écoles polytechniques fédérales, une analyse bibliométrique est réalisée tous les 4 ans pour tout le domaine dans le cadre de l'évaluation des institutions. Jusque-là, ces analyses étaient externalisées auprès de CWTS à Leiden et elles s'appuyaient sur des données Web of Science, principalement, avec un petit peu de Scopus pour les conférences. Le problème, c'est qu'au-delà du coût élevé, ces analyses étaient totalement opaques. Donc, cette année, en fait, les PFL et les TH de Zurich ont proposé une alternative qui permette une bonne appropriation de la démarche, enfin, une appropriation tout court, pas une bonne, en se proposant de réaliser une analyse qui soit ouverte et reproductible de la production scientifique des 6 institutions du domaine, en affichant clairement qu'ils allaient utiliser 2 sources, donc les institutional repositories des différentes institutions et OpenAlex, et en s'engageant au partage des méthodes, des données et des codes pour garantir la transparence et la réutilisabilité. Seconde application qui exploite les données d'infosciences au niveau national, c'est le Swiss Open Access Monitor. Cet outil collecte des données qui sont issues de 2 types de sources. Il y a d'abord un journal monitor qui concerne uniquement les articles de revue et qui s'appuie sur OpenAlex, et un repository monitor qui collecte dans tous les dépôts institutionnels suisses les données sur les articles, mais aussi d'autres types de documents, notamment les livres, les chapitres d'ouvrages et les actes de conférence. Avant de conclure, j'aimerais donc vous parler de cette initiative nationale, donc NAIF. C'est un projet qui est cofinancé par Swiss Universities et 8 institutions partenaires. C'est un projet qui va durer 1 année. L'intention, ce n'est pas de tout faire cette année, mais au moins de tout lancer. Il mobilise les administrateurs de repositories à travers tout le pays, sachant que c'est un petit pays, mais quand même, tout le pays. Et il s'organise en 4 tracks que vous voyez ici. Donc 2 tracks sur des aspects qui sont plutôt politiques. Le premier rentre directement dans la question d'évaluation, donc avec l'usage responsable des indicateurs quantitatifs, et 2 tracks qui sont plus techniques, dont nous sommes directement co-lead, avec l'intention à la finale de créer un groupe de travail plus pérenne. L'intention de ce projet, c'est de renforcer l'interopérabilité et la standardisation entre archives institutionnelles en Suisse, de permettre une diffusion fluide et cohérente des données, y compris celles qui remontent à l'extérieur du pays, et d'améliorer la visibilité de la recherche suisse. Nous, on y voit vraiment un effort collectif pour arriver à construire un écosystème national qui soit plus harmonisé au service de la science ouverte. J'arrive à ma conclusion. Hop, voilà, il ne reste plus qu'une slide. Donc, je voulais juste terminer en vous partageant quelques réflexions sur les défis et opportunités qui sont non seulement techniques, mais aussi humains. Du côté des défis, pour nous, ce qui s'impose, c'est la nécessité de poursuivre ce gros travail pour compléter les données que nous gérons et leur gouvernance, notamment ajouter de nouveaux PIDs, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'ajouter d'autres contenus. Par exemple, aujourd'hui dans notre école, tout ce qui est awards, donc ce matin je crois que c'est le terme de distinction qui a été utilisé en bon français, est complètement dispersé, c'est pas du tout centralisé. Donc une des choses que nous proposons, c'est de centraliser ça dans InfoScience. Et puis d'ajouter d'autres sources à celles que nous moissonnons quotidiennement. Et pour vous donner un exemple, on a une demande très forte de la part des chercheurs en chimie pour aller récupérer des infos depuis SciFinder. Au-delà de ces questions données, il y a toute la question de l'interopérabilité technique. Les systèmes sont complexes, ils sont hétérogènes, avec potentiellement peut-être une aide de l'IA. Et l'enjeu de la pérennité, de maintenir des infrastructures qui soient ouvertes dans un environnement qui est quand même très concurrentiel. Le dernier défi, il est humain, décloisonner les silos organisationnels et surmonter tout ce qui est résistance culturelle au changement. Pour finir sur une note plus positive, enfin, c'est pas que l'autre n'était pas positive, mais c'était des challenges. Du côté des opportunités que nous a apporté InfoScience, la première, c'est de continuer à réduire la charge administrative de nos chercheurs grâce à tous ces imports.
d'offrir une source à notre direction qui soit fiable pour le pilotage stratégique, de mieux valoriser la recherche qui est produite à l'école, et pas seulement la recherche, et d'accroître sa visibilité, et puis de servir de levier pour accélérer l'open science, tout en ouvrant la voie à de nouvelles formes de collaboration, d'innovation et éventuellement d'évaluation. 14h30. Il fallait que Eh oui, je sois à la hauteur de, voilà, ce n'est de pas le pays des l'opportunité. horloges pour rien. On a un temps là, de 10 minutes de questions, si vous en avez, bien évidemment. Allez, mesdames et messieurs. Merci pour cette présentation. J'avais une question sur les différentes modalités d'alimentation de InfoScience. Est-ce que vous avez des informations quantitatives sur le taux, par exemple, d'auto-archivage par rapport aux imports automatisés que vous mettez en place? Alors, le taux d'auto-archivage est très faible par rapport aux imports, mais c'est une... alors, je n'ai pas en tête le chiffre, je n'ai pas pensé à vérifier avant, mais c'est à nuancer suivant les disciplines, parce qu'il y a quand même des disciplines où, dans les sources que j'ai évoquées, ne sont pas recensées les productions des chercheurs. Donc, il y a quand même certains domaines où les chercheurs sont beaucoup plus engagés à déposer eux-mêmes. Désolée de ne pas avoir plus de données quantitatives. Éventuellement, je peux rajouter ça quand je partagerai le fichier. Et peut-être si je peux me permettre une question complémentaire sur les imports que vous effectuez. Donc, vous avez parlé de curation qui est prise en charge par votre équipe Par au sein de l'équipe. la bibliothèque. Oui. Est-ce qu'effectivement, a priori, voilà, il y a des questions de licence. Comment est-ce que vous gérez ces questions juridiques et est-ce que l'avis du chercheur est sollicité pour Non, procéder à ces imports? non. Quand c'est un import automatique, l'avis du chercheur n'est pas sollicité. On ajoute le full text quand on y est autorisé uniquement. Par contre, eux, quand ils déposent, peuvent ajouter leur full text. D'ailleurs, y incite, hein, comme le disait l'Alex que j'ai mentionné au début, hein, qui dit qu'ils doivent déposer. En réalité, il y a encore une belle marge de manœuvre sur le Green Open Access. Là, par contre, on vérifie l'exactitude de la licence et ce qu'ils ont vraiment le droit de le faire. Euh, et on est aussi là pour répondre à leurs questions. Quand parfois c'est un peu délicat pour nous, c'est aussi pour ça qu'on est en collaboration étroite avec l'équipe de soutien à la publication qui maîtrise mieux que nous certaines finesses, parfois certains intitulés dans les politiques et des éditeurs qui peuvent être parfois très tricky. Et, voilà. Par contre, dans la charte d'InfoScience, il est indiqué que le chercheur, quand il dépose, c'est sa responsabilité, hein, donc de vérifier ces aspects-là. Voilà. Une autre question, peut-être? Oui. Je ne vous entends pas. Beaucoup pour votre présentation. Vous avez évoqué un point qui était l'import de toutes les publications dans le temps, au-delà de son arrivée à la Oui, PFL pour oui. le chercheur, pour un CV complet. Donc ça, c'est un point enfin, qui résonne beaucoup par rapport au fait d'accueillir, par exemple, dans notre laboratoire, des chercheurs internationaux qui, du coup, ont plusieurs plateformes à nourrir et qui m'ont posé ces questions, par exemple, justement, de comment, si je remplis tout en Suisse, ça peut être aussi dans HAL. Si je remplis tout voilà, en Finlande, est-ce qu'il n'y a pas une interopérabilité avec HAL que tu me demandes? Et donc, je pense que comment vous arrivez justement à reconstruire comme ça dans le temps le CV exhaustif? Est-ce que c'est que par les imports ou enfin, je sais pas. Alors en fait, c'est un service, je disais, qui est proposé aux chercheurs à leur arrivée. Tous ne l'activent pas. Quand un chercheur donc, demande ces imports, en fait, on s'appuie beaucoup sur son ORCID. Parfois, ils fournissent une liste Excel, donc c'est aussi une façon de vérifier qu'on n'a rien oublié. Donc là, on va chercher tout ce qu'on trouve. Et puis après, il a la possibilité de dire, bah là, vous en avez oublié, ou bien là, vous vous êtes trompé, c'est pas moi. Pour ceux qui n'auraient pas d'orchide, par exemple. L'utilisation d'orchide en Suisse est une exigence du Fonds national suisse, mais il y a encore des chercheurs, quelques-uns quand même, qui n'en ont pas. Et par ailleurs, même s'ils en ont, ils ne font pas toujours. On a une application orchide d'intégration à l'EPFL qui permet donc en fait
une mise à jour en fait de l'évolution de la carrière au sein de l'école, une auto-alimentation, enfin une alimentation croisée. Et ça, ils ne font pas tous cette démarche-là. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est beaucoup du travail humain, hein. L'import, là, c'est pas magique. Mais c'est vrai que nous, on a cette question de pouvoir importer des publications qui sont antérieures à l'arrivée à l'école, elle est extrêmement prégnante parce qu'on a vraiment des chercheurs qui viennent de tous horizons, de tout pays, de tout continent. Donc, c'est important pour eux, en fait, d'être sûr qu'au moins ici, là, ils retrouvent tout. Alors qu'ils aident beaucoup pour ça quand même, hein. Merci encore pour votre écoute et puis vos questions. Et merci pour votre invitation. Merci à vous, Pascal. Nous allons pouvoir passer donc à notre pardon, euh, à notre seconde session portant sur les éclairages internationaux, avec cette fois une intervention allemande qui nous vient donc du Helmholtz Center. De ce que j'ai compris, ça se rapproche, pour être un peu grossier, ça se rapproche un peu du CNRS en France, en gros. Juste pour donner une idée, mais je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et donc, on aura le plaisir d'accueillir donc Mathijs Vleugel. Hi Mathijs. Hello, good afternoon. Hi. Ah, we don't hear you. Wonderful. Great. Ah, great. So I will switch in English. I apologize in advance because it's been a while since I didn't have to talk in English, so be kind to me. So Mathijs Vleugel holds a PhD in biophysics and cell biology and became head of the Helmholtz Open Science Office in September 2024. In this role, he supports the Helmholtz Association, its research centers, and the wider research community in shaping the cultural change towards open science. Mathijs currently also serves as the chair of the German national chapter of COARA. Mathijs, the floor is yours. Yes, thank you very much for this kind introduction. And also thank you for inviting me to speak here, albeit remotely this time and in English. I was unfortunately not able to make it to Lyon, but I realize now that probably my French would anyway not have been sufficient to understand most of it. But thank you for staying until this part of the conference. My name is Mathijs Vleugel. I'm the head of the Open Science Office. And as said, I'm also currently the chair of the COARA National Chapter in Germany. I would like to share a couple of examples here today of what we are doing at the Helmholtz Open Science Office and the Helmholtz Association in general to advance research assessment practices. So maybe first, for those among you who do not know the Helmholtz Association. So the Helmholtz Association is Germany's largest research organization with more than 45,000 employees. And the association works in response to major strategic challenges and thereby also defined its research programs together with the German Ministry for Research. Our research is part of programs that are organized into longer-term activities, so usually with cycles of 7 years, and also programs that require a certain critical mass, not only of personnel, but also of infrastructure. So you can imagine that the Helmholtz Association is, for example, running large infrastructure systems like satellite systems, particle accelerators, research ships, etc. So the Helmholtz Association consists of 18 independent research centers that are clustered all over Germany. This is important to mention for this part already, that these research centers are in principle all legally independent, but they are working together to find synergies as much as possible by collaborating in the association.
As said, we work on strategic research areas, and the research areas that are currently the priorities within the association are the areas on energy and the energy transition, earth and environment, so also including climate change, health, aeronautics, space and transport, matter and information, so thinking of supercomputing, AI, etc. So on top of all these 18 research centers, there's the Helmholtz Open Science Office. And what we do in the office is that we try to get a unified approach to driving a cultural change from closed to open within the association. All the research centers have, in principle, their own open science experts, and they usually serve to advise their researchers when it comes to training and infrastructures. And the Open Science Policy, Open Science Office tries to unite these activities and have thereby a harmonized approach across Helmholtz. The leading document for us to work on is the Helmholtz Open Science Policy, which we published in 2022 and defines a shared direction for the organization. So what we do practically is we bring research communities together across these 18 centers, promote exchange of best practices, but also provide impulses within the associations through publications and events that we organize. We work together with the Working Group Open Science, which is a group of experts from all the research centers, and we have dedicated joint task forces or task groups that work on specific topics. And also we represent the Helmholtz Association's position on open science and related topics on the national and international level. So based on the open science policy, we every year define or polish our main activity areas. Not unsurprisingly, one of the main areas is still for us, of course, open science publishing. So, of course, the open access transition has not taken place completely yet. So we're still very active in this area. But on top of that, we see that our activities in the field has evolved, of course, quite a lot over the past decades. Obvious additions for us as an organization were focuses on open research data and research software. You can imagine that with operating these large infrastructures, we publish lots of data, and therefore we also develop lots of code and software. What also, of course, directly relates to this is the open science infrastructures that are needed for this. So we advise and try to harmonize standards for repositories, and the same thing for metadata and persistent identifiers. And what we see, of course, with the latest geopolitical development, that also a broader theme of digital sovereignty becomes increasingly important for research, but especially also, of course, for open science. A third area that we work on is responsible research. This is basically a cluster of activities that includes for us everything that goes in the direction of research integrity, impact and transfer. So basically the links between science and society, but also, of course, also a topic that comes up more and more, research security. So finding this new balance between as open as possible and as secure as necessary. I'm not going to talk about these areas today, but I'm going to talk about our fourth and probably our most recent addition to our focus topics, which is recent research assessment. We have several areas of activity running around research assessment, including the development of new quality-based indicators, the further development of assessment processes and criteria together with our Helmholtz centers, and also advancing research information. So I don't think I have to talk very long to this audience why we should be reforming research assessment. So I will keep this slide very short. But of course, we are still very strongly relying on publication-based metrics like journal impact factor, AIDS index, and other problems that come with this. These have by now been well documented and also scientifically proven, and includes, for example, the prioritization of quantity over quality. So the publish and perish culture that we still see dominating in research. We see that it favors practices that are not in line with national and international research integrity guidelines. So salami slicing, unethical authorship practices, etc.
It strengthens commercial publishers that pursue questionable commercial and publication models. So the extreme cases, of course, predatory publishing, but of course, we can also still be quite skeptical about the price models that are currently around for the largest commercial publishers. It also deprioritizes any other types of publications like data and software publications, but also methods and protocols, of course, and also activities. So think of teaching, peer review, mentoring, other community activities. And last but not least, of course, we see this publish or perish culture has a particularly strong impact on the career paths of early career researchers. So especially these are still very dependent on publishing as much as possible to advance their careers. So what is the Open Science Office doing in this area? So we try to approach this from several directions. First, of course, we see that this is an international problem that requires international collaboration and also a shared way forward. So the Open Science Office signed the Coalition of Advancing Research Assessments Agreement at the beginning of this year. And we also took over the coordination of the COAR national chapter in Germany. So we take this responsibility not only within our organization, but we also try to connect this to what's happening in the outside world. On top of this, we are, of course, very active also in national initiatives, including the German Alliance of Science Organizations, which is the big group of the most influential research organizations in Germany, and they're, in this context specifically, in the interest group on reputation and incentives. Within the Helmholtz Association, we are pursuing several paths. So first of all, we see ourselves as a connector, providing information of what is happening outside, also to the Helmholtz Association, so to steer the discussions there on research assessment, to inform about these reform initiatives, etc. We have a yearly Helmholtz Software Award that is aimed at promoting the quality and sustainability of software publications. So we, in fact, just published this again this week, and we announced the winners for last year's prize. And then finally, and that will be the topic of the remainder of my talk, together with our working group on open science, we are coordinating 2 task groups with experts from our research communities. One task group that deals with the development of quality-based indicators for data and software products, and the other task group that takes a more broad approach on assessing our research evaluation practices and criteria. So we just started the last one in March this year. So the results that I'm going to show of that are still, of course, very new and fresh. But to start with, I will briefly introduce our Helmholtz quality indicators for data and software products. So as already mentioned, given the context of the research that's taken place within the Helmholtz Association, data and software publications play an increasingly large role for us. And therefore, the Helmholtz Association decided already in 2023 to introduce a basic indicator. And this basic indicator would count any citable data or software products that were published at the centers, as long as they have a PID. This is, of course, a very crude approach, but already was a good incentive, of course, to take these type of publications more serious. But we, of course, wanted to take a more nuanced approach. So in order to do this, we set up in parallel a dedicated task group, this task group for quality indicators for data and software products. And they were tasked to develop quality-based metrics in accordance with the FAIR principles, which are probably very well known to all of us here. So what we did is first we conceptually developed these indicators. So for data publications, we take the 4 FAIR criteria, and we added a fifth dimension to that, which is curation. So looking at how well the data set is curated. Is it a raw data set, or is it properly processed, etc. And for software, we took the FAIR for research software dimensions, also the FAIR dimensions here. And to this, we added 2 more dimensions, scientific embedding and technically grounded. So you have to think here about the quality of the code, test data sets, etc.
So this is, of course, very abstract. So how we do this in practice, I will show with one example here. And for this example, we're taking a data publication. So we take this publication, and for each of these 5 dimensions, we have defined criteria. So for the findable dimension here, you can see that we have defined 3 different attributes. The first one, if it's published with an identifier. The second one, if it's published in a repository that's indexed in read-write data. And the third attribute is if there's metadata available to find and retrieve the resource. So for each of these attributes, we developed what's called a maturity model. And this means that with the lowest level of scoring there, this publication would get 0 points, and with the highest level, they would get 4 points. In the case of published with an identifier, you can imagine for getting 0 points would be in case there is no given identifier for this publication. And the highest score for 4 points is if the publication is identifiable via resolving globally unique, formalized, standardized, persistent identifier that is supported by general metadata. And then, of course, there's gradients in between. So what is happening in practice is that for each of these dimensions, the 5 dimensions, there's different attributes. And for each attribute, we have this 0 to 4 points. So that means that for every publication, you can get 0 to 4 points for each attribute, and then this is summarized and this is averaged for each dimension, and we do this for FAIR and C or S&T in the case of software publications. This can easily be visualized on radar plots, so I will show an example here. This is what such a radar plot would look like. What you can see here is the dashed lines would indicate 3 hypothetical publications that have different scores on 6 dimensions in this case. So this could be a software publication. They are all different. Some of them score well on dimension 1, others score well on dimension 5, and less on the others. What we do now is that together with the relevant communities, so in the different research areas, we will define what's called a minimum polygon. So basically a minimum set of quality standards. This is shown here in the solid red line. And what we can do now is that for every publication that comes out of these research centers, we can see if it meets these minimal criteria that we've specified. This, of course, is then used to have a more close inspection of these publications, and the metadata is provided, and to define which attributes can or should be improved on. So it can be used for a qualitative assessment of individual publications. On top of that, we also can use these indicators for quantitative assessment, and now we're talking about institute-level key performance indicators. So what we are going to do here is that every publication that meets these minimum requirements, so shown by the solid line, will count as one publication. We can now collect these, summarize, sum these up, and then aggregate them for different research groups, departments, or research centers. So we get an overview of how many, what we would consider high-level quality publications come out of there. We will set the bar relatively low at the beginning, but of course, we can always increase this minimal polygon, increase the standards, also as community standards develop, but also as infrastructure possibilities develop, and thereby incentivize improvements on the metadata of these publications. So the concept has been developed, and we are working now on the practical implementation. Next year, we will have the first year where we're going to pilot these quality indicators. So that means in the beginning of 2026, we will start to analyze all the publications from 2025 and see how they score using these quality indicators. We will still, of course, fine-tune the dimensions, the criteria, and the maturity models. And what will be a major task for us, of course, is to try to automate this as much as possible. Some of these attributes we can already collect from standardized metadata schemes, but at the moment, this is still quite a lot of manual work.
but over the coming years, together with the responsible communities, we are developing automated pipelines so that these can be collected and calculated automatically. So this is the first example that I wanted to show you. The other example of what we're doing to take a broader approach to research assessment is an activity that has, in fact, just started in March of this year. And I had as the title of my presentation, Valuing What Matters. But of course, the big question is, what does actually matter? So we thought the starting point for this work would be a very basic survey that we would share with the researchers within Helmholtz. This survey basically consists of two questions. The first question being, which of the following criteria do you believe are currently being used to assess or value your performance? And the second question being, which of the following criteria do you believe should be used to assess or value your performance? And performance in this case is considered in the context of applying for permanent position, promotions, etc. What we did is we took a recent publication where they looked at policies around research assessment, and they had listed a number of different criteria that can be used to assess contributions. We made some changes and additions to this list to make it especially relevant for the Helmholtz Association. As said, we work a lot with big infrastructures, so we added a criterion on developing and operating research facilities and instruments, and also one on digital infrastructures and software. We added also criteria on equity, diversity, inclusivity, contributing to research, healthy research culture, and a couple of other ones. So all the researchers that are confronted with the survey, they get this list. They are asked to prioritize these criteria, take their top 10 and order them in the order of most important for them and least important. In addition, we collected some contextual information. This is information on the career stage, and we took there the EU Career Research Framework. And we collected information on their research area. So as said, the 6 Helmholtz research areas and the institute names, so the 18 Helmholtz institutes. So we shared this with all of our researchers. We got a total of over 1,100 completed responses. I think we set the hurdle to participate relatively low. I think researchers spent on average like 7 minutes on completing the survey. We can see, of course, also taking into consideration the distribution of job profiles that many responses came from first stage researchers. So these are researchers up to the level of PhD. Then established and recognized are basically postdocs with different levels of independence, leading are group leaders or basically group leaders or PIs. Then we have department heads and institute directors, and we also added a last group being technical and infrastructure staff. The division of responses over the different research areas looks as follows. As you can see, the largest number of responses we got from the research area health and also earth and environment. I don't think this necessarily reflects the size of these communities or how interested they are in reforming research assessment or being part of these discussions. I think the main limitation for us to reach them is, in fact, very simply our communication channels. So we don't have, of course, a mailing list for. We don't have a mailing list for 45,000 researchers, so this has to be distributed. So that brings us to the results. I'll show you a couple of snapshots of what we have found and how we're going to deal with that. So as you remembered, I asked these 2 questions to our researchers. The first one, which criteria do you believe are currently being used to assess your value or performance? I think the first interesting thing is that we included also a free text field, and we got lots of responses from researchers saying, I actually have no idea, which I think is already an interesting sign and probably a worrying sign. If you're interested in a promotion or a permanent contract and you have no idea what the criteria are,
that you should be meeting, I think that makes it very difficult to move forward in your career. Nevertheless, of course, we asked them what they think is happening. So these are the responses we got. At the bottom, you can see the most mentioned response. So as I mentioned, there's this top 10 that they ranked, and we also gave this like a weighted average for the place in the ranking of these different criteria. So we see that for these perceived evaluation criteria, there's lots of what I would consider more traditional metrics, like a number of publications. We see our beloved impact factor also there. Number of recent publications is there, number of citations, authorship order, funding, of course. I don't think there's many big surprises in this list. I think there's lots of things that I think most of us would intuitively have expected. But I think it's already interesting and good to see this confirmed in actual numbers here. Now, of course, the interesting part starts when we ask them, instead of what they think is being used, is what they believe should be used. So basically asking them for what they consider their valuable contributions to science. I think the first thing that's interesting to mention, you can see that already at the weighted scores at the bottom, is that we have a much broader distribution of criteria compared to the perceived evaluation criteria. In addition, we see lots of things changing there. We see that the importance of publication-based metrics has basically disappeared. We still see a number of publications there, but that's about it. We see that there's non-metric quality of publications now popping up in that relation. But importantly, number one priority for our researchers is collaboration, and after that, supervision. Professional development is also valued a lot, but we also see things like ethics and integrity and contributions to healthy institutional culture. So all of these things that are very different from the list of perceived evaluation criteria. Based on how we ask the questions, we can, of course, split these data and compare also different research areas and different career stages. So I'll show two examples of that here. So the first of them being the comparison between different research areas. I think what's interesting here to highlight, there's lots of overlaps. I think that makes sense. So we're again only looking at what they think should be used, also what their priorities are. But what we see in the health research area is after the collaborations which are shared, is that number 2 and 3 are ethics and integrity and contributions to a healthy institutional culture. I think this makes sense intuitively, probably also from what we sometimes hear about very still hierarchical structures in these areas. Ethics integrity, of course, makes a lot of sense when dealing with personal data on patient data, etc. In contrast, when we look at the earth and environment areas, as I said, there's lots of overlaps. But what I think is interesting to highlight here is that, for example, is it interdisciplinarity shows up, but also developing, operating research facilities, and here developing, maintaining research software and digital infrastructures. So I think these are probably the main differences that we see here. I think both of them can be well explained by the differences in this field, but I think it also, again, nicely highlights how different research areas can be, and that therefore also a one-size-fits-all for research assessment will never be the successful approach. What I still find interesting to highlight here is also the difference that we found between career stages. So again, leading researchers are in this case group leaders, PIs. And when we ask them what they think should be assessed, then we still find what we would consider like these more traditional metrics more commonly. Funding, of course, so the ability to acquire funding. Quite a lot of publication-based things, non-metric quality, but also number of publications, number of citations, authorship order. So I think
probably a bit skewed towards these metrics and criteria that we know very well. When we compare this to the early career researchers, so up to the stage of PhDs, then one striking difference is, of course, that we see funding is the most important for leading researchers, but is at number 15 here for early career researchers. This is, of course, something that can be explained quite well. They're in a different stage. When you don't have your PhD yet, you're usually not being evaluated based on the fact if you have been able to acquire external funding or not. So I think that makes sense in this direction. But I think what's otherwise interesting that here in this case, we find the numbers 1 and 2 collaborations, ethics and integrity. Contributions to a healthy institutional culture is again high. But we also see communication and outreach coming at a very high spot here. And what's interesting is there's basically no publication-based criteria in this list except for non-metric quality of publications. So there's, I would say, a real difference here between leading research and early career researchers. Of course, the question is how to interpret this. You could say maybe we see here a generational shift. So is the next generation, does it have different values? Or are we maybe filtering out all these young researchers that have these different values and only keep the ones with the values that you see on the left of the screen? That's, of course, a question that we cannot answer with this survey. But it's interesting to dive into this deeper and follow up in conversation with these people. So this is the data we've collected until now. Now, so of course, the question, so we have these lists and we have these priorities for these criteria. Some of them are, of course, relatively easy to include in assessment practices. But then we, of course, talk again about these metrics. The big question will, of course, be how will we be able to assess these other types of criteria? For collaborations, one could still probably imagine that you look at publishing networks. So with whom did you publish and how often and how is this distributed? I think that would still be able to extract this kind of information. But many of them, there's definitely no metrics for it. And we should also be able to see there what are the qualitative ways in which we can do this. So looking at, for example, ethics and integrity, how do we include this in assessment practices? Contributions to a healthy institutional culture, how are we going to assess this? I think this will be big questions that we will try to approach next with our research group. And of course, we do not just do this work by looking at this single level, but of course, all these levels of research assessment are connected to each other. So of course, the priorities and incentives for researchers, they're set by the criteria that are used by hiring promotion committees. And this in turn is also, of course, influenced by the KPIs, the key performance indicators that are used by different research centers, which are again often agreed by the Ministry for Research and funding agencies. So all of these levels are connected. What we're doing at the moment is we are collecting from our research centers information on whether there are formal lists of criteria that are being used by these hiring and promotion committees. And then, of course, we aim to compare this to what researchers think is happening and what do they wish is happening. And of course, at the next level is then how do these incentives, how do they compare to the KPIs that are being used? Can we somehow modernize these KPIs that we create the right incentives that again then trickle down to incentives for individual researchers? We're not going to reinvent the wheel here. So of course, there's lots being done and lots has already been done for developing quality-based assessment procedures. So we're working for the next steps, of course, closely together with the COAR working groups, where some of these problems have been approached. And also, of course, there's other resources like DORA's Reformscape, where we can also draw information from. So this work is still definitely not finished yet, but I will leave this here now. And of course, this is the most important slide because it's the people that have been doing all this work and driving these activities forward.
So the task group Helmholtz quality indicators, which is also shown on the bottom here. And we have our task group research assessment, who has not met yet in person, so we don't have a picture of them yet. I want to acknowledge especially Agnieszka, who has done the quantitative analysis of the survey results. And of course, my dear team from the Helmholtz Open Science Office, which can be seen on the right, who are actually the main drivers of all these activities. So please stay in touch with us. We have all the digital channels, email address, website. We have a newsletter that comes out about 6 times a year, and of course, all our social media channels. And I would be very happy to take any questions. Thank you very much. Thank you very much, Mathijs. Do we have some question? Come on, don't be afraid. Yes, thank you. Yes, thanks for your presentation. Maybe I missed it, but I wonder if you have also some engagement in actions related to the diamond type of models. Because yes, you mentioned about some detrimental aspects of the commercial publishers. So I wonder if you have some specific actions in this area. Thank you. Yeah, so yeah, thank you for the question. So I try to focus as much as possible today on what we're doing in research assessment. But of course, as mentioned in the beginning, also open science publishing remains for us a very important area of work. This means promoting diamond open access publications, also trying to incentivize researchers to do so by making these contributions also count as part of our institutional evaluations processes, which sadly often still do not take into account diamond publications. In addition to that, we are exploring currently ways in which we could probably fund a more sustainable diamond open access publishing infrastructure in Germany. This is, I think, a complicated and long way, but I think something we need. It's very dependent still on project-based funding at the moment. But I think if we want to take this serious, then these are the 2 things we need to do. So we need sustainable infrastructures with good quality standards, and we need to rethink the incentives for researchers to publish not only in the flashy journals with the big names, but publish good quality work also in diamond journals. So these are the 2 areas how we try to pursue that. Thank you. May we have another question? Very simple question. Did you finally sign into COARA as Helmholtz? Yeah, so as mentioned in the beginning, so Helmholtz consists of 18 independent research centers, which means that also the decision for these research centers to join COARA is up to themselves. So there's one of these centers that has signed COARA very early on. On top of that, the Helmholtz Open Science Office is a member of COARA, as I mentioned. And we are having discussions with several of our institutes that are interested in pursuing this. I would generally say that we see in the national chapter in Germany, but also in COARA in general, probably 2 waves of organizations. The one being a group of organizations that signed COARA as a strong political statement, like we support this initiative and we think this should happen. And now I think we see a group of organizations that has first been investing time and resources to build up internal structures. So find the right stakeholders together in their organizations, develop kind of a strategy and an approach on how to deal with this internally. And only after this has been established, then they would sign COARA. And I think this is the case for some of these Helmholtz centers as well. They're very careful in not just signing something and then not knowing how to deal with it, but first thinking carefully of what it would mean. So I'm hoping that we would see in the coming months or year a couple of more of our centers also joining.
Thank you. Maybe a last one? No. Okay. Thank you very much, Mathis, for this presentation. And conclure en anglais, c'est toujours un peu plus compliqué, hein. Improvise. Quite. Thank you very much for the Ouais. invitation and for your attention, everyone. And yeah, wish you a good remainder of the conference. Thanks. Thank you very much.